bienvenue dans l'émission Venez prendre la parole. Aujourd'hui avec l'homme politique de la semaine. J'ai le plaisir de recevoir le célèbre mathématicien et devenu homme politique, député de la 5e circonscription de l'Essonne, monsieur Cédric Villani. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Pourquoi êtes-vous lancé en politique? Ma première question, en fait... Il y a le jeu, il y a le tourbillon de la vie qui vous lance des fois dans des choses que vous n'attendiez pas. Et puis, c'est comme ça que je me suis retrouvé en 2017 sans avoir du tout anticipé ça dans les campagnes législatives. Mais il y a un engagement politique bien plus ancien, puisque dès 2010, juste après la législative, je me suis retrouvé militant dans les cercles pro-européens, fédéralistes, et directeur d'institut occupé à travailler, à parler de l'émergence du futur, travailler sur le lien entre les politiques et les scientifiques, sur la façon dont la science doit être au cœur de notre construction politique. J'ai été membre du premier conseil scientifique de la Commission européenne, j'ai été membre du second conseil scientifique de la Commission européenne. Ça fait partie d'une série d'engagements qui, de fil en aiguille, m'a mené à devenir. Donc il y a une histoire derrière en fait, c'est pas uniquement on se dit c'est la mode, on se lance en politique. Ah non, je n'ai pas ouvert la porte de chez moi un jour en me disant allez, je vais aller candidater des députés. C'était la résultante d'une longue histoire. Et oui, alors du coup, vous avez préféré choisir plutôt d'être élu au niveau national et au lieu d'être élu plutôt local, j'allais dire conseiller ou maire, ça vous a pas... En vrai, je pensais, si vous m'avez posé la question il y a quelques années, qu'est-ce que tu... Oui. J'aurais répondu député européen. En tout cas, il était naturel pour moi de commencer par l'échelon européen, qui était mon premier engagement et qui est toujours mon engagement politique prioritaire. Mais le jeu politique a fait une ouverture, s'est présenté en 2017. C'était le moment où, avec la vague macroniste à l'époque, en 2017, il y avait un gros appel d'air pour la société civile pour entrer en politique. Et comme beaucoup de mes collègues du Palais Bourbon, je me suis lancé dans les élections législatives. Mais j'avais en tête que si je devenais quelque chose, en premier, c'était député européen. Finalement, ça n'a pas été le cas. D'accord, donc oui, mais vous avez quand même voulu avoir cet ancrage local et député quand même de l'Essonne et de la 5e circonscription, ça reste quand même très territoire. Alors, je l'ai fait de façon très naturelle. En 2017, j'ai juste candidaté là où j'habitais. D'accord. Quelle place... C'est aussi une circonscription assez emblématique dans le rapport entre sciences et politique, parce que toute la construction du plateau de santé, parce que la grande université d'Orsay, et puis juste à côté, le CEA, tout un écosystème sur le plateau, l'école polytechnique est juste à côté, tout un écosystème qui vous parle, qui correspond tout à fait à votre parcours. Quelle place donnez-vous aux citoyens dans le processus de mise en œuvre du numérique sur le territoire? On sait que le numérique, ça désigne beaucoup de choses. Et le numérique, dans sa première vague, dans la première période, n'a que peu fait appel aux citoyens. Les experts, c'était des grandes entreprises, avant pour construire les grands réseaux, les grands outils, les schémas principaux de l'informatique numérique, tels que ça pouvait se présenter quand moi, par exemple, j'étais étudiant. Maintenant que le numérique se décline beaucoup dans des applications, dans des usages qui s'interfacent énormément avec le métier, il fait beaucoup plus appel aux citoyens. Il y a 20 ans, l'intelligence artificielle, c'était l'affaire de quelques spécialistes. Aujourd'hui, c'est l'affaire de tout le monde. C'est le grand changement de paradigme, beaucoup plus expérimental, dans lequel les usages dominent beaucoup plus la discussion. C'est un réel changement. Les usages priment effectivement, sur la technologie qui est utilisée et sur le déploiement numérique. De la même façon que, si vous voulez, il y a encore 20 ans, les outils numériques, c'était quoi? C'était un outil de traitement de texte, un outil tableur, un outil calculateur, un outil langage de programmation, des outils génériques qui étaient censés s'adapter à tous les usages. Aujourd'hui, on va parler de mobilité assistée par l'informatique, de
droit assisté par informatique, de santé assistée par informatique, et ainsi de suite, sont des usages qui dominent beaucoup plus. Oui, mais on voit quand même cette fracture du numérique aujourd'hui sur les territoires. Quand on va chercher dans les zones rurales aujourd'hui, Alors, comment on fait pour deux phénomènes, bien sûr. Là. Premier, c'est qu'en termes de couverture, de connexion, de communication, les territoires sont inégaux et qu'il y a toujours une fracture territoriale avec certains territoires qui sont très mal couverts. Ça, d'ailleurs, si vous me demandez la résorption de la fracture au niveau de la 4G, c'est un problème bien plus urgent que l'équipement en 5G. Les territoires qui sont devenus encore très mal couverts. Oui, on n'a même pas la 3G dans certains territoires. Même pas la 3G dans certains territoires. Absolument. Ça, c'est un problème bien plus urgent que le passage à la 4G. On est d'accord. Ce sont les tuyaux aujourd'hui d'ailleurs. Et le deuxième phénomène, absolument, c'est la question de l'éducation à ce qui est numérique. Ça dépend aussi de ce qu'on comprend comme étant numérique. Moi, de ma formation, ma génération, le numérique, c'est avant tout comprendre les bases de l'algorithmique, comment ça fonctionne. Mais c'est pas la même chose que la mise en œuvre d'une expérimentation numérique, d'une expérimentation, par exemple, basée sur l'intelligence ou algorithmique ou l'intelligence artificielle, dans laquelle l'expérience d'un usager, même sans aucune qualification informatique, peut être importante. C'est des niveaux qui sont différents. Si vous êtes dans un contexte industriel, il y a encore pas si longtemps, le développement numérique, c'était juste une affaire de programmateurs, d'informaticiens. Aujourd'hui, en milieu industriel, ce sera une affaire mixte entre les programmeurs et l'ouvrier ou l'ingénieur ou la personne qui connaît le métier, qui connaît la réglementation. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un problème de vulgarisation aussi de cet univers parce qu'aujourd'hui le numérique va très très vite et les citoyens ont du mal à avoir le côté bénéfique pour eux au quotidien. Il a encore distingué par le citoyen utilisateur qui voit défiler les technologies, qui s'équipe du nouveau smartphone, du nouvel iPhone, du nouveau Fairphone, ou de ce que vous voulez, avec génération après génération le niveau des usages, et on mâche le travail de plus en plus. Et dans le même temps, le citoyen est de moins en moins informé de ce qu'il y a sous le capot. Oui. C'est même de moins en moins parce qu'à une époque où c'était plus héroïque, où les ordinateurs tombaient en panne, où on utilisait des disquettes, où on programmait des procédures, où on se faisait ces lignes de basique, ou même autant encore plus reculé que j'ai connu, où c'était sur des cassettes audio. Ah oui. On devait, quand j'ai commencé, c'était des cassettes audio avec le Big Bang, Commodore 64, tout ça, l'archéologie de l'informatique. Quelle musique vous écoutez? C'était quoi ça? Oui. Je sais pas, c'est un Garfunkel. D'accord. Les auteurs, peut-être que c'était des années 70, et peut-être que mes parents les écoutaient. Mais en tout cas, dans ces temps préhistoriques, on était très motivés pour aller sous le capot et programmer les lignes de code. Maintenant, on est beaucoup moins motivés. D'abord, c'est impossible. C'est une question bien plus grande. Et la motivation est beaucoup moins grande. Ça marche. Il y a plus ce plantage qu'on avait régulièrement. Il n'y a plus cette motivation pour installer sa propre distribution de Linux ou autre. D'accord. En 2008, vous avez publié un rapport sur l'intelligence artificielle. 2018, pardon. Excusez-moi. Sinon, j'aurais été un grand précurseur. En 2018. Quels sont les enjeux de l'intelligence artificielle aujourd'hui et demain pour notre société? L'intelligence artificielle, d'abord, pas de bonne définition. C'est l'algorithme qui accomplit une tâche qu'on aurait cru réserver à l'humain et qu'on aurait cru réserver à des êtres intelligents. L'intelligence artificielle, ce n'est pas de l'intelligence. C'est n'importe quel moyen de réaliser des tâches sophistiquées. Et ça peut être analyser une image médicale, ça peut être conduire un véhicule à la rue, ça peut être aider une organisation à optimiser sa consommation d'énergie. Et les usages viennent en particulier dans certains secteurs stratégiques, ceux sur lesquels j'insiste en rapport, c'est la santé, mobilité, défense, et puis l'environnement, l'écologie. C'est
secteur sur lequel elle a beaucoup de mal à avancer, absolument demandé. Et puis, on peut imaginer aussi d'autres secteurs. Alors, l'interface avec la robotique est très importante, l'interface avec l'industrie en général est très importante. Ouais, donc pour vous, l'humain n'a pas à craindre l'intelligence artificielle, comme on peut le voir, la machine prendra le dessus sur l'humain, tout ça, pour vous, c'est pas ce qu'il y en a beaucoup qui le pensent aujourd'hui. Est-ce que l'humain a à craindre de l'intelligence artificielle? Oui. En tant qu'un truc qui peut le remplacer? Non. En tant qu'un truc qu'on peut utiliser mal? Oui. De la même façon que n'importe quel outil sophistiqué peut mal l'utiliser. Ça peut être un pesticide, ça peut être un algorithme. Les humains peuvent bien les utiliser ou mal les utiliser, et on a dans l'histoire récente des exemples d'entreprises qui ont failli parce qu'elles ont mal utilisé l'IA, de services publics qui ont été ruinés parce qu'ils ont mal utilisé l'IA. Et c'est ça qu'il faut craindre. Ce qu'il faut craindre, c'est pas le robot ou l'algorithme qui va vouloir prendre la place de l'humain. C'est bien l'algorithme qui serait mal utilisé par l'humain. Et quand O'Neill a écrit cet ouvrage Weapons of Math Destruction, les armes de destruction mathématiques massives, si on veut, avec un jeu de mots sur masse et math, on ne peut pas se traduire. C'était pour montrer tous les horribles usages qu'on pouvait faire de l'IA, soit quand elle est placée entre les mains malveillantes, soit quand elle est juste mal utilisée, avec des algorithmes qui sont mal construits de la même façon qu'un produit industriel peut être produit avec des défauts des défauts de conception ou de réalisation. Et là, on a vu, c'était un choc de beaucoup de gens qui croyaient fort en progrès technologique comme vecteur automatique de progrès social. On a vu les ravages que cette technologie, comme n'importe quel outil sophistiqué, peut utiliser avec beaucoup de précaution. Vous avez parlé tout à l'heure de l'environnement, justement. Devons-nous accélérer cette transformation de l'écologie que nous connaissons aujourd'hui, le besoin qu'on a, parce que à l'époque, avant on parlait de réfugiés de guerre, maintenant on parle de réfugiés climatiques. À venir, oui. On a vous prenez les analyses du Shift Project, reprenons les analyses du GIEC ou d'autres, vous voyez, ils disent, on n'est pas les données par cœur, mais c'est du genre, à échelle de quelques décennies, dans 40 ou 50 ans, c'est plus d'1 milliard d'humains vivant aujourd'hui dans des territoires qui, dans quelques décennies, seront inhabitables. Inhabitables parce qu'il fera juste trop chaud, parce qu'il fera trop sec, des conditions qui ne sont pas propices à la vie humaine. Donc ça veut dire 1 milliard de personnes qui doivent se déplacer dans les décennies à venir vers des cieux plus cléments, et c'est juste vertigineux d'imaginer ça. Comment l'humanité pourra s'en sortir sans guerre? C'est un vrai effort et une grande confiance dans les générations qui vont, dans la génération qui va suivre. Est-ce qu'il ne faut pas changer simplement son comportement aujourd'hui? Parce qu'à tout niveau, on peut agir aujourd'hui sur notre environnement. Et aujourd'hui, on peut agir, on peut tous décider du jour au lendemain de mettre une voiture au garage, d'utiliser des vélos, de devenir végétarien ou quasiment, de modifier notre comportement pour minimiser l'empreinte écologique, de se reconvertir globalement. En pratique, ça ne marche pas comme ça. Les grands mouvements de changement de comportement, ils sont très très durs à initier. Parfois ils surviennent sans qu'on les attende, mais souvent quand ils reposent sur des habitudes, des cultures, ils sont là pour durer. On voit comme c'est difficile pour, par exemple, nos grandes sociétés occidentales fondées sur en grande partie le transport automobile, de faire le changement, fondé sur le pétrole, de faire le changement vers les énergies renouvelables. Quand on voit à quel point c'est difficile, encore plus difficile sur le continent américain que sur le continent européen, mais même sur le continent européen, très difficile, on voit que le changement va être très. Mais c'est difficile pourquoi? Parce qu'on a quelque part positionné l'économie au-dessus de l'humain et pas l'humain. C'est tout simplement, c'est tellement facile. Vous ne trouverez aucune source d'énergie qui soit plus efficace que le pétrole. Simplement, pas beaucoup. Deux, ça nous apporte une sorte de pollution, de réchauffement climatique et tout ce que vous voulez, donc il ne faut juste pas l'utiliser. Toutes les solutions
fonctions qu'on a, plus compliquées à utiliser. C'est une très très grande discipline. Il faut peut-être aller vers les énergies renouvelables. Oui, c'est une certitude. Il faut peut-être aussi réduire sa consommation, revoir sa consommation différemment, autrement. Bien sûr. Donc il y a aussi mais ces actions-là, on peut les mener aussi en tant que citoyen. On peut les mener si tout le monde le décide du jour au lendemain. On peut avoir une empreinte carbone radicalement plus basse, une empreinte environnementale radicalement plus basse, mais ça implique des changements de métier, des changements de circuits économiques, des changements institutionnels, des changements économiques, toute une machinerie considérable à mettre en œuvre. Face à cette urgence climatique, on ne va pas trop avoir le choix. Un des défauts de l'humain aujourd'hui, c'est de vouloir changer l'autre avant de changer soi-même. Et c'est un des plus gros défauts qu'on a aujourd'hui en tant qu'humain, c'est toujours de regarder ce qui se fait ailleurs, alors qu'on peut déjà travailler nous-mêmes dans notre espace, dans notre environnement. Donc, certains vont vous parler de consommation alimentaire, ça fait partie des choses les plus simples. Regardez le rapport du GIEC, il recommande, je pense, la division par 4 ou quelque chose comme ça, ou par 8 de consommation de viande en Occident. Vous n'êtes pas à le faire demain? Compliqué, difficile à répondre. Ça dépend que de vous, allez-y. Oui. Alors moi j'ai déjà diminué. Alors moi j'ai bouleversé mon régime alimentaire par rapport à ce genre de constat. Nous restons une tendance très très minoritaire. J'ai fait mes propres produits aujourd'hui. Très très bien. Donc oui, on fait on agit aussi parce que je parle de ça, donc du coup il faut que je montre aussi l'exemple. Exactement, de la même façon que le député ou la personnalité politique engagée qui croit dans sa cause. On est d'accord. Monsieur Yanni, nous on a un jeu dans notre émission, le jeu de mots. Je vous donne un mot que vous dites qu'il évoque pour vous. Aujourd'hui, je vous dis environnement. Vous répondez. C'est tout, alors l'environnement, mais l'image qui me vient à l'esprit, c'est la planète bleue. Hein. Évidemment, notre unique planète. Il ne faut surtout pas se bercer de l'illusion qu'on ira se sauver sur Mars ou coloniser d'autres mondes. Ça, c'est de la science-fiction. On vit sur Terre, il faut la préserver. Et ça veut dire aujourd'hui, il faut la préserver du dérèglement climatique terrible, de l'effondrement de la biodiversité qui est de nos amplificateurs, de la pollution invraisemblable et de l'épuisement des matières premières qui est tout aussi terrible. Vous voyez votre smartphone qui dépasse de votre poche. Vous êtes bien conscient qu'aujourd'hui il n'y a pas de smartphone durable. Le monde ne pourra pas continuer à produire des smartphones dans la quantité qu'on a aujourd'hui, d'une façon qui soit environnementalement stable, durable. Si je vous dis numérique, ce qui me vient en tête, c'est 2 chiffres, 1, 0, bien sûr. C'est la définition du numérique. Le code binaire est tout le long cheminement intérieur de la mathématique qui a abouti à la naissance de l'informatique au début du XXe siècle. On s'est posé des questions qui semblaient être une torture intellectuelle pour le plaisir. Qu'est-ce que c'est une preuve? Qu'est-ce que ça veut dire 1 plus 1? Qu'est-ce que ça veut dire vrai? Qu'est-ce que ça veut dire faux? Cette introspection a abouti aux applications les plus efficaces, les plus redoutables, les plus universelles qu'on ait jamais vues. Si je vous dis local. Local. Je pense à ma propre sœur, je pense à mon appartement. D'accord. Si je vous dis humanité. Humanité. On pense, en premier, quand on est dans la politique, quand on entend l'humanité, on pense à la fois à tous les milliards d'individus qui composent l'humanité et au journal bien connu fondé par Jean Jaurès, l'Humanité, le journal du maintenant, et qui participait à l'époque de sa fondation aussi d'un idéal de progrès, d'universalisme et de volonté humaniste et de partage. Et enfin, si je vous dis bonheur. Ma famille. Bon choix. L'émission arrive à sa fin, Monsieur Villani. Quel message souhaitez-vous faire passer
aux générations présentes et futures? Progrès technologique et scientifique, c'est quelque chose qui se fait toujours. Sa mise en œuvre, c'est l'affaire de tout le monde. Et savoir ce que ça veut dire demain. L'intelligence, un cours adapté aux réalités et aux crises environnementales qu'on connaît. Tout ça, c'est pas seulement l'affaire des savants, des scientifiques, c'est l'affaire de tout le monde. Et dans cette communication entre les mondes, que j'ai rencontré dans mon parcours, dans l'interface science et politique, il y a matière à penser pour les générations à venir. C'est une affaire urgente, c'est une affaire de vie. À ce sont fait. Merci beaucoup, Monsieur Vianney, d'avoir accepté notre invitation. Et vous? Et à très bientôt. Merci. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles rencontres.